La majorité des fans veulent que les joueurs qu'ils aiment aient la carrière qu'ils veulent. C'est pas toi qui sais pas, c'est ni toi, ni moi, ni les fans, ni le joueur même qui contrôle. Et on contrôle rien de tout ça. Facile de dire, ouais, Wemby, il fait 2m30, il peut shooter à 3 points, il est relativement athlétique. Oh, doucement. Il y a beaucoup de travail que même des joueurs qui ont énormément de talent ont besoin de fournir. On perd la notion de ce qui se fait en amont, discrètement, dans le noir. Tous les joueurs NBA, que ce soit Kobe Bryant, Michael Jordan, jusqu'au 12e mec qui est sur le banc de la pire équipe, tous ces gars-là, ils ont payé le prix. Quand j'entends ton nom, j'ai tout de suite un premier sentiment d'injustice. C'est propre, je pense, aux gens de ma génération. Mais il est où? T'es le pionnier, t'es le premier, t'es celui qui a ouvert la porte, se présenter à la draft, espérer jouer dans la grande ligue, c'est de l'ordre du fantasme. Tu n'arrives pas à ce niveau-là si tu ne le mérites pas. Tu es en mission, mais tu ne peux même pas te rendre compte à quel point cette espèce de sentiment de banlieue sauvage où tout le monde est contre toi et aller tout vous faire voir, c'est pas mon problème. Tu sais l'orienter, c'est un carburant magnifique, ça. C'est le fuel. Tu es dans un centre de formation, tu vas faire des visites dans des universités américaines. Tu arrives là-bas, tu vois des choses, des infrastructures, des choses que tu n'as jamais vues, même au niveau national. C'est des gamins de 18 à 22 ans qui jouent à Bercy 3 fois par semaine. Parce que le stade, il est comme Bercy. C'est 10 fois plus puissant que le sport professionnel que toi, tu connais en France. Et même pas dans le sport professionnel. Après, t'imagines, quand tu reviens à Évreux en Pro B, dans ton centre de formation, moi, j'ai rien à faire ici. Ça ne m'intéresse pas. Tu as joué avec un joueur très fantasque, Jason Williams. Jason Williams, White Chocolate. Ouais. C'est quoi qui a manqué à ce joueur? Il n'y avait pas peut-être de projection? En sachant que, encore aujourd'hui, c'est un type qui est iconique. Les plus grosses projections dans le sport de haut niveau sont les projections que les fans se font sur les joueurs. La majorité des fans veulent que les joueurs qu'ils aiment aient la carrière qu'ils veulent. C'est pas toi qui sais pas, c'est ni toi, ni moi, ni les fans, ni le joueur même qui contrôle. Et on contrôle rien de tout ça. On contrôle rien de tout ça. Bon, déjà, le qadr, la destinée de la personne. Et ensuite, le fait que des fois, tu vas être dans des situations où tu es le bon joueur pour le mauvais club, ou c'est le mauvais club, mais tu vois, après, il y a des trucs de timing, il y a des trucs de... Quand on va avoir un attachement pour un joueur ou pour un stick, etc., on va se projeter en se disant, lui, il peut faire ça, ou il va finir comme ça, ou il devrait faire ça. On va lui nous faire une carrière à sa place. Déjà, il a gagné un championnat avec les Miami. Il a joué pour les Miami. Et les Miami Heat, ils ne prennent pas n'importe qui. S'il a joué pour les Heat, c'est un mec qui a work hard. Il sacrifie pour son coéquipier. En plus du fait que c'est un des rares joueurs qui peut te balancer une alley-oop du milieu de terrain. Il a révolutionné le game à un certain niveau. C'est un taiseux comme caractère. Ça n'a pas l'air d'être un type qui parle beaucoup. Non, il est calme, il est fun, mais il est gentil. C'est pas un mec arrogant. C'est vraiment un bon gars. J'ai joué avec ce gars-là et je peux te dire que he loves the game. Ce mec, il aime jouer au basket. Quelqu'un qui aime jouer au basket autant que Jason, il en a rien à foutre de ce que les gens pensent. Il y a des joueurs qui vieillissent dans leur basket qui sont super intéressants. Un gars comme Jimmy Butler, par exemple. Et Steph Curry aussi. T'as l'impression qu'il va toujours, sans vouloir lui manquer de respect, mais t'as toujours l'impression qu'il va se briser. Ouais, qu'il va se casser en deux. Ouais, et ça tient. Curry a une attitude que je déteste. Je te dis honnêtement. Oui, moi non plus, je suis pas fan de son truc dans la dent, dans la bouche, là. À un moment donné, aucun problème à faire une révérence. Hein. Tant qu'il continue à me mettre ses... Courbette. Ouais, voilà, exactement. Courbette. Et on parlait de changer le jeu. Lui, là, pour le coup, il a vraiment changé le jeu. Oui. Un shoot à 3 points pris en sortie de dribble, c'était un mauvais shoot. C'était presque un crime. C'est pour ça que Jason Williams, quand il arrivait, il descendait en transition. Et il balançait un 3 points à 1 mètre derrière la ligne, 3 points à 8 mètres. Tout le monde faisait « Oh mon Dieu, oh là 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 ». Et quand ça rentrait, tu faisais « Oh my God ». Magnifique. Mais en défense, c'était pas ça aussi, Jason Williams. En défense, tu pouvais pas compter sur lui. Oui, mais bon, en défense, c'est pas son job de défendre non plus, tu vois. Là, t'as essayé de placer ton MJ, là. T'as essayé de placer ton MJ. Moi, Moustapha Sonko, Alain Digbeu, Makan Dumassi, on a un groupe chat, un groupe WhatsApp. Pendant la draft, tu vois, on se parle. Alain Digbeu, il était scout NBA, tu vois. Il travaillait pour les Houston Rockets et tout ça. Donc, je lui demande, dans ces 58, c'est quoi le ratio? Pour le premier tour, il m'a donné 5 noms. Il m'a dit, non, je peux te garantir qu'il y en a 5 qui vont jouer la première année. 5, mais il y en aura peut-être plus. Combien vont arriver à être titulaires? Combien vont aller en J-League? Combien vont être cut?
ils draftent beaucoup de joueurs qui ont un très fort potentiel pour qu'ils soient prêts dans 2, 3, voire 4 ans. La moyenne d'une carrière NBA, je crois que c'est 3 ans, 7 ans, 8 ans de carrière. Tu as déjà fait une très grande carrière, une très longue carrière. Je ne connais pas un seul joueur NBA qui n'a pas réussi dans la vie. Il y a des histoires tristes, mais à un moment donné, il did something. C'est facile de dire, ouais, Wemby, il fait 2m30, il peut shooter à 3 points, il est relativement athlétique. Oh, doucement. Il y a beaucoup de travail que même des joueurs qui ont énormément de talent ont besoin de fournir. Et ça peut être Kevin Durant 2.0, tu vois, tu crées un vrai problème. You don't have to be strong, enfin. Alors qu'il soit dur, parce que tu crois que Kevin Durant, il est mou. Joe, c'est morphologie en granit, ça. Hein. Je pense que Kevin Durant est encore une exception. Non, c'est une exception. Non, il n'y en a pas d'autres. Enfin, il y en a, mais ils ne sont pas développés techniquement aussi développés que lui. Kevin Durant, c'est le seul joueur qui se rapetissait quand même. Hein. Et ça ne joue pas en ton avantage de dire que tu es 6'11". Il ne faut pas dire 6'11 ou 7 feet, surtout pas. Il voulait rester en dessous parce qu'il avait peur de jouer 4, ou encore pire 5, et il voulait rester 3. Tu sais qu'il joue de cette manière depuis la high school. Il joue face au cercle depuis toujours. C'est ça fait 15 ans que les mecs qui sont à 6'6 and above, 2 mètres et au-dessus de 2 mètres, chutent à 3 points. Ils ont été formés comme ça. C'était ce que je criais à voix haute et forte à l'époque en France. Je disais, c'est inacceptable que des joueurs comme moi, qui sont à 2 mètres, doivent être à l'intérieur, alors que vous devriez nous apprendre à être des arrières et des ailiers. Ces gamins que tu vois en NBA aujourd'hui, qui ont 22, 23, 24, on leur demande de faire ça depuis qu'ils sont en 8th grade. Un joueur NBA, ce qu'il juge par rapport à un autre joueur NBA, c'est pas son jeu. Je vais t'amener dans une histoire qui s'est passée dans les années 90. Quand Malik Sealy, tu te souviens Malik Sealy, qui est mort dans un accident de voiture, qui jouait pour les Timberwolves. Il y avait un lockout et il y avait un meeting des joueurs, je sais pas, blablabla. Kobe Bryant rentre dans la salle. Il y a déjà des joueurs qui sont dans la salle. Kobe rentre avec une certaine arrogance, Zarma, il dit pas bonjour aux gens. Et Malik Sealy lui sautait dessus. Oh, tu te prends pour qui, frère? Pas de Kobe ou de je sais pas quoi. Yeah, ça n'existe pas, frère. On est tous des joueurs NBA, on est tous dans la ligue ici, frère. Donc marche droit. Tiens-toi correctement, marche droit, dis bonjour aux gens. Tu vois? Le basket NBA n'est même pas aussi physique que le basket européen. Ils ont ouvert les espaces, tu peux plus vraiment défendre sur les joueurs. Ils encouragent l'espace, les jeux en transition. À mon époque, les peintures, elle était blindée. Pour aller mettre 2 points à l'intérieur, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Il fallait payer des taxes. C'est le basket de la saison régulière. C'est pas la même en PO. C'est plus la même histoire en playoff. Les mecs ont un sifflet là, les arbitres, ils ont leur sifflet, ils font les sifflets sont avalés. Il y a des crimes sur le terrain. Les équipes qui bossent dur à l'entraînement, c'est les équipes que tu retrouves en playoff, c'est les équipes que tu retrouves loin en playoff. Indéniable. Moi, j'ai joué dans deux genres d'équipes et tu le vois tout de suite. Un de mes pires meetings, c'est quand j'étais avec Orlando. Doc Rivers, il nous a dit, we're gonna be the hardest working team in Florida. L'équipe en Floride qui travaille le plus dur. On s'est tous regardés là. Oh my God, this is gonna hurt, ça va faire mal ça. Parce qu'il y a Miami qui est là-bas, là, eux, déjà, c'est très haut. Déjà, c'est dur, déjà. Et donc, il dit, on va bosser plus dur que ces gars-là. Oh my God, this is gonna hurt. Il a gagné coach de l'année cette année-là, Doc Rivers. Sans être objectif, l'un de mes titres préférés, c'est 2011, justement. C'est les Mavs. C'est la première saison du Press Amigos, là. Ils sont pas du tout prêts, c'est pas une équipe, évidemment. Et ils tombent en face du Dirk avec son armée. Ils avaient perdu, je crois, c'était en 2006. Ouais. 2006, exactement. Donc là, Dallas, ils sont prêts. Et pourtant, c'est une équipe de second couteau. C'est pas Miami de cette année-là, mais c'est pas loin. Avec des Jason Terry, des JJ Barea. Moi, j'ai adoré. Pour te donner une perspective différente, quand Dallas gagne le championnat contre Miami, mon fils, Anas, le plus petit, il est en pleurs. Ah, bah ouais. Ils sont dégoûtés. Bah oui. Donc, c'est super logique. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il était petit. 2011, c'est pas un titre Disneyland. C'est pas un titre pour les enfants. C'est pas un titre, c'est le basket. C'est un titre pour les connaisseurs, pour les adultes. Aujourd'hui, la NF, bonhomme, il adorerait ce titre. Ah, je te le dis, moi. Donc, il y a des titres pour les enfants et des titres pour les adultes. Je veux dire, oui. Tu sais, il y a des titres où c'est le meilleur qui a gagné. Ah, tu m'as tué, là. Là, tu m'as acheté, là. Mais je suis sûr que s'il le regarderait aujourd'hui avec ses yeux de jeune adulte. Avec un peu plus de maturité, il aurait pu apprécier, tu penses? Ah, il adorerait, j'en suis sûr.